Après 2 semaines de fouilles éprouvantes, les archéologues sont proches du dénouement pour cette première sépulture. La chambre funéraire n'est plus qu'à quelques centimètres sous leurs pieds et la tension est palpable. La tombe est-elle encore gelée? C'est creux. C'est la chambre funéraire. C'est la glace. Et voilà. De la vraie glace. De la vraie glace. On a enlevé toutes les couches protectrices de terre. Donc si on ne va pas très vite, la glace va fondre. Tous les éléments organiques qui sont en dessous risquent de se dissoudre. Donc la course contre la montre à partir de maintenant. Il faut refermer. Voilà. Tout de suite, il faut appeler Ulaanbaatar. We found a tomb with ice. You must start immediately with a frigorific truck. Day and night. So quick as possible. And drive in the night also. Drive in the night. Les travaux sont aussitôt suspendus. Poursuivre les fouilles exposerait les matières organiques à un brusque changement de température et provoquerait leur décomposition. Dans cette attente forcée du camion frigorifique, les nerfs des archéologues sont mis à rude épreuve. Alors, bon, le degré supérieur de ce que nous attendons, ça serait que la glace ait été permanente depuis l'ensevelissement jusqu'à maintenant non-stop, parce qu'on aurait à la fois des corps humains qu'on pourrait étudier sur le plan génétique, sur le plan paléopathologique, c'est-à-dire savoir quelles sont les maladies qu'ils ont eues, les causes de leur mort, et tous les indices nous laissent à croire qu'elle est gelée. On va voir. Troisième jour. Le camion frigorifique n'est toujours pas arrivé. Pour contenir son impatience, le professeur Tourbat part en exploration vérifier une information donnée par un berger kazakh. À seulement quelques centaines de mètres des tombes de Sirgal, se trouvent des bas-reliefs rupestres sculptés dans la falaise, appelés pétroglyphes. En l'absence d'écriture, ces symboles représentaient la principale forme d'expression pour les peuples de la steppe. La période bronze et la période pazérique. Sur ces parois s'écrit un dialogue artistique étonnant. Aux représentations statiques de l'âge du bronze répond 1000 ans plus tard l'art animalier scythe, porté par une volonté manifeste de stylisation et un extraordinaire sens du mouvement. C'est un cavalier de la période pazérique. Et le cavalier, il n'a pas de traits. Ce qui a frappé immédiatement les archéologues, c'est l'art animalier. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des caractéristiques principales de ces populations et surtout comme le message principal qu'elles nous ont légué, puisqu'à défaut d'écriture, nous avons là un certain nombre de représentations qui, à côté de leur aspect esthétique, ne sont bien entendu pas gratuites, qui véhiculent un certain nombre de concepts, d'idées et de mythes. Ils ont développé une civilisation, le mot n'est pas excessif, une civilisation sophistiquée et brillante, dont la période scythe représente d'emblée l'un des apogées. Après 4 jours d'une attente interminable, le camion frigorifique perce enfin l'horizon. Les fouilles sont reprises immédiatement. À cause du réchauffement climatique, ce sont les dernières tombes gelées de la planète, ça. Dernières tombes gelées de la planète. La chambre était en train de s'effondrer. Oui. On espère encore que entre le plafond et le plancher, il y aura de très bons corps bien conservés dans la glace. D'ici 1 heure ou 2, on le saura. La chambre funéraire des Scythes était construite selon l'architecture de leurs abris d'hiver.
une isba constituée de troncs de mélèze, capable de résister aux rigueurs du climat. Mais les tonnes de terre qui la recouvrent depuis des millénaires ont exercé une pression considérable. Avec le temps, le plafond de bois s'est fragilisé et a fini par céder. Pour les archéologues, un espoir semble s'être envolé. Je crois que c'est creux encore un peu. Mais peut-être que déception. Oh, tu vois la glace. Frozen. Il y a de glace, mais c'est pas... Très peu. Bien, cette tombe, on s'attendait à trouver de la glace, mais il y en a très peu dans le fond. Mais elle est quand même passionnante parce que c'est la première fois que l'on trouve une chambre funéraire absolument intacte. Sauf le plafond qui s'est écroulé, et c'est là tout le drame. Mais sinon, les 4 côtés sont particulièrement bien conservés, et ça, c'est une première pour la Mongolie. La déception des archéologues se dissipe rapidement, car malgré son affaissement partiel, la chambre funéraire recèle de remarquables trésors. C'est une grande plaque en bois. Oui, qui pourra être restaurée. Ce plateau à pied démontable est un fascinant modèle de l'artisanat scythe, particulièrement adapté à la vie nomade. Les Scythes étaient passés maîtres dans le façonnage d'ustensiles en mélèze, difficiles à sculpter, mais très robustes. Ces artefacts en bois, de plus de 2000 ans, qui ont miraculeusement échappé à la putréfaction, sont d'une valeur inestimable. Ils étaient souvent plaqués d'or. Les Scythes maîtrisaient remarquablement les techniques d'orfèvrerie. L'or pouvait être travaillé en feuilles ou simplement pressé en pétales dispersés sur le plancher de la chambre funéraire. Ce métal précieux les obsédait. Altaï en mongol signifie montagne dorée. L'or était le métal noble par excellence, il est inaltérable, mais on peut surtout penser qu'il avait une sorte de lien symbolique avec le soleil. On le sait dans le cas des Scythes d'Europe, puisqu'Hérodote rapporte la légende d'origine de ces sites qui fait intervenir des objets d'or flamboyants tombés du ciel, et qui sont évidemment des symboles de la puissance solaire. Donc l'or devait être un métal solaire, comme il l'était d'ailleurs dans d'autres civilisations, je pense aux civilisations précolombiennes, et à ce titre réservé au clan royal et à la haute aristocratie. Ces 2 loups qu'il portait de chaque côté du cou, là, de chaque côté. Il avait ces 2 têtes de loup, l'une à côté de l'autre. Extraordinaire, ça. On voit très bien là sa tête, sa gueule, ses dents, son oreille, son cou, et la feuille d'or qui le recouvrait, mais qui s'est détachée du bois. Déjà hier, ça avait commencé par les loups vivants, qui hurlaient pendant la nuit et qu'on a vus pendant le jour, que même les chasseurs ont poursuivi. Et puis maintenant, symboliquement, on retrouve des loups. Le loup était l'animal totem pour ces nomades de la vallée de Sirgal, l'emblème qui identifiait leur clan. L'organisation politique des Scythes était très hiérarchisée, avec au sommet un chef, parfois un roi, regroupant plusieurs hordes. Sgorit? Non. Oui. Chami. C'est la base d'un carquois en bois qu'on portait le long de la cuisse gauche. Dès l'époque classique de la Grèce ancienne, eh bien, il y avait des gorites comme ça. Sur cette planchette, il y avait comme un tube en cuir qui contenait à la fois l'arc et les flèches. L'arme favorite des Scythes était l'arc à double courbure, de petite taille, mais de forte puissance. Les pointes de flèches des Pazyriques étaient le plus souvent en bronze
car ils ont généralisé l'usage du fer bien plus tard que leurs cousins scythes occidentaux. Hérodote dit que ce sont des archers à cheval, donc des gens qui sont quasiment invincibles. Et en effet, la tactique scythe repose sur l'usage de troupes extrêmement mobiles qui peuvent harceler l'ennemi pendant des heures. Tous les peuples de la steppe, jusqu'à l'époque moderne, ont utilisé ces mêmes tactiques de harcèlement et ont utilisé la figure de l'archer monté. Pour les combats au corps à corps, ils utilisaient des épées courtes ou des pics de combat. Il n'y avait pas à proprement parler d'unité politique entre les différents peuples scythes, et les guerres intestines entre tribus rivales étaient nombreuses. Seule l'arrivée d'un ennemi commun pouvait unifier ce peuple guerrier. Alexandre le Grand, en 331 avant Jésus-Christ, au fil de sa conquête des territoires perses achéménides, s'est trouvé en contact avec des tribus de l'ensemble scythe, des tribus Sas d'Asie centrale. D'abord, ces Sas étaient nombreux dans la cavalerie perse, les Macédoniens les ont affrontés directement. Et ensuite, Alexandre le Grand a tenté une expédition, une sorte de reconnaissance armée au nord, en territoire Sas. Et ce sont en fait des nomades scythes qui ont infligé aux Macédoniens les très rares défaites qu'ils ont subies. Alexandre est revenu malade de son expédition sans avoir pu ajouter ces territoires à son empire. Oh, les vertèbres, le pauvre gamin, tout petit. Les découvertes se poursuivent à l'intérieur de la sépulture. Et non des moindres. Sous le plafond affaissé, les archéologues ont trouvé 2 corps, un adulte et un enfant. Les défunts reposent sur le côté avec leurs armes et objets favoris. La chambre funéraire est orientée sur un axe est-ouest pour suivre le cycle du soleil, allégorie de la naissance et de la mort. Le personnage le plus important est toujours situé au sud. Dans cette tombe, il s'agit de l'adulte. Mais comment expliquer la présence d'un enfant à ses côtés ? Hérodote raconte que les princes scythes amenaient avec eux en sacrifice un enfant. Le corps n'est pas en bon état, donc on n'arrivera jamais, je crois, à montrer qu'il a eu la gorge coupée. Et puis, on peut tuer de tellement de manières qui ne sont pas visibles, même par un médecin légiste. Le squelette de l'enfant a beaucoup souffert lors de l'affaissement, mais celui de l'adulte, protégé contre la paroi, est exceptionnellement bien conservé, à tel point qu'il est possible d'en pratiquer l'analyse médico-légale.